Mercredi 7 avril 2021, le président de la République annonçait que Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé étaient libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitaient, après leur acquittement par la Cour pénale internationale. La date du retour est connue, c'est le 17 juin. Auparavant, c'était plus de 800 détenus en rapport avec la crise post-électorale de 2010 à 2011 qui était amnistiée en 2018. La volonté ferme du président d'aller à la réconciliation nationale est engagée en Côte d'Ivoire. Cependant, il semblerait que des victimes sont en désaccord total avec certains aspects du processus de réconciliation nationale entamé. La réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et les victimes. Voici le sujet qui nous rassemble ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au débat politique. Pour en parler, nous recevons Monsieur Isiaka Diaby. Vous êtes le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Nous avons à côté de lui M. Félix Boni, journaliste, et en face, M. Alafé Wakili, journaliste. Nous pourrons être rejoints à tout moment par M. Bamba Sandou, secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme. Le président Alassane Ouattara a donné son feu vert au retour des anciens hôtes de la haie. Une semaine après leur acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la justice internationale. Ahmed Traoré, reportage. La Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en prenons acte. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Des dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Cette déclaration du président de la République montrait un signal fort de sa volonté à aller à la réconciliation, à peut-être tourner la page, on va dire. Monsieur Alafé. Oui, ça montrait cette volonté, mais on a vu aussi qu'il a parlé des victimes. Exactement, justement. Une pensée pour les victimes. Il y a une pensée pour les victimes, donc on va en parler ce soir. On tourne la page, mais en même temps avec une pensée pour les victimes. La question est de savoir quelle peut être la place des victimes et de la question par rapport à la question centrale de la réconciliation. Exactement. Alors, à ce point précis de la réconciliation nationale, Félix Boni, comment vous appréciez cette intervention du président de la République? Mais quand le numéro 1 ivoirien lui-même décide de faire entrer ses ex-détenus et qu'il même promet même de prendre en compte les frais de voyage et même de prendre aussi en compte les droits de son prédécesseur, je crois qu'il n'y a pas meilleure preuve de réconciliation. C'est vrai qu'il parle aussi des victimes, mais les victimes, je pense que le président ne les a pas oubliées. Il y a effectivement des actes qui vont être posés. C'est pourquoi au sein du gouvernement, il y a un ministère de la solidarité. Je pense que ce ministère de la solidarité va certainement jouer son rôle. Et le président a même nommé un ministre de la réconciliation, qui plus est une personnalité qui a fait plusieurs fois le voyage à La Haye auprès de ces personnalités. Je crois qu'il n'y a pas meilleure preuve de volonté d'aller à la réconciliation, quand bien même il y a encore d'autres actes qui doivent suivre pour que ce soit vraiment parfait. Monsieur Isiaka Diaby, vous êtes de ceux qui donnaient de la voix pour dire attention, réconciliation, d'accord, mais réparation, justice, oui. Et vous avez même fait une marche devant le palais de justice. Vous avez dit des choses. On va en arriver, mais rassurez-vous. Réagissez sur l'intervention très importante du président de la République. Oui, l'intervention du président de la République est à saluer. Et ça démontre que progressivement, la Côte d'Ivoire est engagée sur la voie vers un état de droit. Laurent Gbagbo, après son acquittement, a le droit de rentrer, mais à côté
des droits de Laurent Gbagbo, il y a ceux des victimes qui ont des besoins, qui ont des attentes, et elles estiment que depuis très longtemps, elles attendent et qu'il est question maintenant que des actions soient menées pour la restauration de leur dignité. Mais vous, est-ce que vous êtes apaisé par ces propos? Est-ce que cela vous permet de dire on laisse tout tomber par rapport à vos déclarations? Parce que tous ici, on est d'accord qu'il faut aller à la réconciliation, il faut tourner la page. Certes, avant de la tourner, il faut la lire, mais est-ce que vous êtes apaisé, vous, en tant que président du collectif des victimes? Non, pas totalement, parce que je le disais tout à l'heure, les victimes ont des besoins, ils ont des attentes. Et ça fait 30 ans maintenant qu'on tourne la page et les choses se répètent. Et nous, aujourd'hui, nous sommes accrochés à cette question fondamentale de la garantie de non-répétition. Et enfin, pour nous, cet objectif majeur ne peut se réaliser qu'à travers les actions de repentance et les actions de la justice répressive et réparatrice. Il faut que nous revenons en leur lustre d'antan, que les Ivoiriens n'aient plus peur lorsque les élections arrivent. Et ça, si nous arrivons à réaliser cet objectif, c'est en ce moment-là que nous pourrons parler de réconciliation. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'on puisse parler de réconciliation vraie? C'est peut-être le renforcement du dialogue politique, c'est une vie politique apaisée, c'est aussi éventuellement la satisfaction des victimes. Maintenant, la question qui se pose est de savoir si le problème des victimes, c'est l'État en tant que tel, c'est le gouvernement, ou bien si c'est les anciens détenus comme Laurent Gbagbo ou autres. Le président Isiaka Diaby nous en dira plus. Alors, Félix Boni, la question est assez sensible. Le président veut aller à la réconciliation, et les Ivoiriens avec. Les victimes ne sont pas véritablement apaisées, mais saluent quand même la déclaration du président. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, justement, on n'arrive pas à avoir des grabuges lors de l'arrivée? On sait qu'ils arrivent le 17. M. Isiaka Diaby et son collectif ont promis de les cueillir à l'aéroport. Quelle est la voie de sortie? Vous savez, quand j'entends les victimes, j'aimerais bien qu'on rectifie, qu'on dise... Il y a plusieurs associations, des victimes. Parce que tous les Ivoiriens sont égaux, il ne faudrait pas qu'il y ait des victimes qui soient plus victimes que d'autres. Je crois que les victimes dans la crise post-électorale l'ont été dans tous les camps, y compris même ceux qui ne font pas la politique. Et donc, quand on dit les victimes, je crois qu'il faut dire des victimes. Il faut prendre en compte toutes les victimes. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, comme de façon officielle. De façon officielle, les décomptes l'ont donné. Ces 3000 morts sont-ils de tel camp? Est-ce que quel camp a le plus de morts? Il faut revenir à cela, selon vous? On ne peut pas revenir à tout ça. Si on doit, quand on va à la réconciliation, on fait sa catharsis. Vous savez ce que c'est la catharsis? C'est la capacité à sublimer toutes les pulsions grégaires et la capacité à nettoyer tout ce qui est toxique pour pouvoir aller à une situation de réaffection, une situation d'amour. Sublimer veut dire arriver à dépasser ces douleurs. Comment arriver à dépasser ces douleurs? Je vous donne des exemples. Je crois qu'il y a eu des horreurs aussi énormes aussi en Allemagne, au Rwanda, en Afrique du Sud, on a des exemples. En Namibie également. En Namibie. Mais les gens ont réussi à faire la catharsis. Aujourd'hui, ces pays que je suis en train de citer font partie des pays phares de notre continent. Et l'Allemagne est la première puissance économique. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas? Et c'est plutôt la répétition. Parce qu'il ne faudrait pas utiliser ce genre de situation. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a l'art d'utiliser des situations pour les professionnaliser. On a eu la victime des déchets toxiques. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, continuent de parler des déchets toxiques et qui en ont fait des entreprises. La question des victimes doit être une question qui doit être gérée avec beaucoup de parcimonie et de psychologie. Ça ne doit pas être chaque fois. Il ne faut pas remuer chaque fois le foulard rouge pour, j'allais dire, agiter le foulard rouge dans les douleurs pour que les douleurs persistent. Parce qu'on a des enfants, je vais terminer là, on a des enfants qui sont nés. Moi, ma fille, elle est née le 31 mars 2011. Elle a 10 ans aujourd'hui, elle n'en sait rien. Il ne faudrait pas remuer ce foulard rouge pour qu'elle ne voit que ça pour grandir. Est-ce que ce n'est pas nécessaire souvent de remuer le foulard rouge pour arriver à la vérité et arriver à un changement de comportement? Ça dépend, mais il faut aussi préciser que nous sommes pratiquement tous des victimes, hein, tous les habitants de Côte d'Ivoire, a priori. Ah oui. Et il y a des cas, certes graves, il y a eu 3000 morts, mais nous sommes tous des victimes à travers le traumatisme que chacun a vécu, à travers l'effet des bombes, à travers des parents directs ou indirects décédés, blessés qu'on a secourus, 1 mois ou 2 mois de salaire qu'on n'a pas perçu.
on a tous subi la guerre, on a tous subi cette violence politique qui s'est emparée du pays à partir, comme il a dit, d'une certaine période, à partir peut-être du premier coup d'État de 99 et qui a eu sa forme la plus violente lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Nous sommes tous des victimes. Nous tous, ici, tous les habitants en Côte d'Ivoire, pas seulement les Ivoiriens, nous sommes des victimes. Et si on va plus loin, on dira des Africains vivant ici, des Européens, leurs parents, chacun etc. a sa part. Voilà. Maintenant, il y a des formes graves. Les victimes directes et leurs parents, comme il a dit. La question mérite d'être posée. On doit tourner la page, mais il faut lire. Mais justement, nous la posons... Maintenant, la question qui se pose, quand on veut que le président Diaby nous le dise, aujourd'hui, des ex-détenus doivent rentrer. Ceux des pays voisins sont rentrés, ceux de la Haye sont en train de rentrer. Il a manifesté pour que la justice soit appliquée relativement à une procédure qui est la BCAO. Est-ce qu'eux, ils sont des victimes de la BCAO? Je vais y arriver. Ils souhaitent que, voilà. Je vais y arriver. Alors, Monsieur Isiaka Diaby, la marche devant le palais de justice était une marche où vous avez dit des choses assez fortes, mais on pourrait vous comprendre. Vous avez dit que vous allez les cueillir à l'aéroport à leur arrivée. Et vous avez même ensuite dit que vous vous êtes retrouvé dans le bureau du procureur, vous avez eu l'impression d'être à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Monsieur Diaby? Avant de répondre, je voulais préciser un certain nombre de choses. Cette notion de camp qu'a utilisé tout à l'heure Monsieur Félix Boni. Pour nous, on la rejette totalement. Ce sont les langages pour catégoriser les victimes. Ce sont des langages utilisés par ceux qui ont tenté de diviser les Ivoiriens, n'ont pas réussi, maintenant ils tentent de diviser les victimes. À quoi sert dans la réconciliation cette notion de camp? Il n'y a pas de camp chez vous. Voilà. Pour nous, il y a eu des camps. Les crises ivoiriennes ont consacré 2 camps. Le camp de ceux qui ont commis des crimes et le camp de leurs victimes. Les premiers doivent répondre de leurs actes devant la justice et les seconds doivent se voir rétablis dans leur dignité à travers différentes actions mises en place en Côte d'Ivoire. Donc, des victimes, d'accord, mais des victimes qui ont adhéré à mon association. Parce qu'il y en a plusieurs, il faut préciser. Il y en a plusieurs. Il y avait au moins 8000 associations de victimes en Côte d'Ivoire. Il y avait 280 seulement à Djouké, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas nous laisser jeter la pierre parce que nous, on excelle dans ce qu'on fait. C'est-à-dire quoi, exceller dans ce que vous faites? Exceller, c'est-à-dire que nous sommes sur tous les fronts. On fait porter la voix des victimes, on mène des actions pour que les situations soient prises en compte. Donc, demander aux autres aussi d'équilibrer les actions afin que les plus... Les autres victimes ne réagissent pas. Voilà, les autres associations... Elles n'ont pas fait de marche. On ne les voit nulle part, ni sur la question de la justice. Vous pensez qu'elles partagent votre point de vue? Non, pour nous, leur inertie est coupable et favorable au regain de violence et à l'impunité. Dès lors que des victimes demandent justice... Toutes les autres victimes devraient faire front avec vous? Non, pas forcément. Il y a eu des choix. Il y a des victimes qui sont allées à la série CDVR, c'est qu'il y a une procédure non judiciaire. Mais celles qui sont allées à la CPI et à la série spéciale d'enquête, il faut que les uns et les autres respectent leurs choix. Nous sommes dans vous sentez que vous n'êtes pas, vos choix ne sont pas respectés? Non, dire que des citoyens s'élèvent contre leurs choix, c'est vraiment inacceptable si on veut vraiment aller à la réconciliation. Si une victime veut voir son bourreau en prison, à lui d'utiliser les mécanismes. Mais je vais vous préciser que les stigmatisations des victimes, l'abandon des victimes sont à l'origine de certaines violences, les répressions, les règlements de comptes, les vengeances. Il y en a plein que nous avons identifiés. Monsieur Isiaka, vous nous dites sur ce plateau que si les autres associations ou groupements ou ONG de victimes ne réagissent pas, elles auraient été contraintes à ne pas le faire. C'est ce que vous dites? C'est le choix politique. Et vous dénoncez ce choix? Je dénonce. Vous avez vu ici des gens crier sur tout le toit, parler de massacre, de génocide de Oué. Mais lors du procès d'Amadé Ourémi, on ne les a pas vus. On a été très surpris. Mais nous étions là avec des personnes, membres de notre association, qui ont porté plainte, qui avaient des attentes, on les a accompagnés. Mais on n'a vu personne. Le procureur a demandé que les gens viennent avec des éléments de preuve à chaque consistant, afin de voir s'il y a des complices derrière cette affaire de... On n'a vu personne. Donc aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons créé cette notion de camp. C'est des gens qui se sont levés pour des raisons diverses,
commettre des crimes et pour accéder au Donc vous êtes la seule association sur la place à porter véritablement, selon ce que vous dites, depuis 2001. La voix des victimes. C'est ce que vous dites. Il n'y a pas, entre vous, il faudrait même qu'il y ait la réconciliation, je crois. Non, chacun agit en fonction de sa politique. D'autres sont littéralement accrochés à cette procédure d'indemnisation. D'autres, par exemple, sont... Donc la réparation financière. Voilà, la réparation financière. Alors que ça, pour nous, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas une réparation, ce n'est pas de l'indemnisation. L'indemnisation, pour nous, il faut scolariser et resocialiser ces enfants. Très bien. Avant d'en arriver, revenons sur vos propos lors de la marche le lundi 10 mai. Le 17 juin, ils arrivent. Qu'est-ce qui va se passer, M. Diaby? Oui, nos propos, nous avons demandé que des décisions de justice soient appliquées au nom de ce principe de l'égalité de tous en droit et en dignité. Nous ne pouvons pas comprendre que des citoyens subissent la rigueur de la loi à longueur de journée devant nos tribunaux, qu'on décide un matin que 2 citoyens ne puissent pas subir. Non, ceux qui trouvent que ce n'est pas normal que nous partons demander que les 2 décisions soient exécutées. On a subi des critiques. Mais alors que la Constitution ivoirienne fait référence à la Charte universelle des droits de l'homme, qui dit « tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité ». Le collectif, fort de cette réalité, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire lutte contre l'impunité, agit pour l'égale application de nos lois. Si Pierre, on applique la loi contre Pierre, on doit appliquer la loi aussi contre Paul. Donc l'application des décisions de justice ne doit pas être sélective. C'est source de frustration. Ce sont des actes contraires à la réconciliation que nous recherchons. Donc au total, le 17 juin, qu'est-ce qui va se passer, M. Diaby? Je reviens à ma question. Le total, le 17 juin... Vous avez dit que vous iriez les prendre. Effectivement, ça a été annoncé. Nous irons agir afin que les 2 décisions de justice soient exécutées. Maintenant, ils ont des voies de recours. Agir comment? Agir quand un citoyen... Parce que vous avez annoncé l'action déjà. Oui, l'action, elle est valable, elle demeure. Vous allez les prendre? Effectivement, nous allons les prendre, faire en sorte qu'ils répondent de leurs actes. Félix Boni, réaction? Bon, je ne sais pas. Dans un pays, il y a des prérogatives dévolues à des personnes qui sont assermentées. Il a cité les instruments juridiques au plan national et international. Je pense que le juge, il a sa place en tant que juge, les forces de l'ordre ont leur place en tant que forces de l'ordre. Le président de la République, il a les prérogatives du président de la République. Je crois qu'il appartient à chacun de jouer son rôle. Et il y a des... Moi, j'ai un peu peur parfois quand j'écoute M. Isiaka Diaby. Pourquoi? Parce que lui-même, quand il parle, ses propos parfois un peu le rattrapent, parce que j'ai l'impression même que même au niveau des victimes, il y a une catégorisation, il y a une sorte de non, mais il a expliqué. Il a expliqué, je l'ai compris. Il y a 800 associations. Moi, je suis journaliste. On a tous vécu la crise post-électorale. Il y en a, j'ai quelques noms ici. Je l'ai même reçu à maintes reprises à mon bureau. Donc, je ne sais pas s'il y a eu d'autres associations qui sont restées dans l'ineptie. Mais attention à ne pas exacerber les clivages sociaux, à ne pas encore s'aimer le désordre. La Côte d'Ivoire vient de loin. Je crois que les autorités, les premiers dirigeants viennent d'emboucher la tempête de la réconciliation. Il faut qu'on les y accompagne. Et j'insiste toujours, les grands peuples sont passés par des crises énormes et ont fait leur catharsis. L'Allemagne a connu le pire. Aujourd'hui, en Allemagne, quand vous arrivez, c'est des comment ça s'appelle quand on élève les mules, tout ça pour ne plus revivre ces situations. Des gens qui ont eu des familles décimées, quand il y a des arrière-petits-filles qui viennent revivre ça, comment s'incliner sur la mémoire des victimes pour qu'on puisse... Et l'Allemagne est le pays le plus uni et la première puissance économique de l'Europe. Le Rwanda aujourd'hui est cité en exemple partout. La Namibie, madame, fait partie des meilleures économies de l'Afrique, dans la zone australe de l'Afrique. Mais faisons notre catharsis. Évitons de toujours agiter ce qui ne nous permet pas d'avancer. Le passé permet de construire le présent en utilisant les moyens, les éléments les plus positifs pour consolider le présent, bâtir le futur. Mais on n'utilise pas les éléments destructifs pour bâtir le futur. La réaction du président... Je parle comme les psychologues seraient sur ce plateau,
qui dirait la même chose que je suis en train de dire. Très bien. C'est très important, la psychologie des individus et de ceux qui nous regardent. Merci Félix Boni. La réaction de M. Isiaka Diaby ne démontre-t-elle pas d'un mal profond, une douleur profonde qui n'a pas encore été apaisée? Oui, sans doute, il faut la comprendre, mais en même temps, je ne suis pas aussi inquiet que Félix Boni parce que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Ce n'est pas une jungle. La loi et l'ordre sont incarnés par le président de la République qui connaît les intérêts de tous. On a vu qu'il a parlé des victimes pour qui il a eu une pensée. Le président de la République a une parole qui est forte. Il parle au nom de 25 millions d'Ivoiriens, y compris des victimes. Il nous engage tous. Le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent rentrer le 17 parce que le président Alassane Ouattara veut qu'ils rentrent, ils rentreront. Ils seront là en Côte d'Ivoire. Telle est la volonté du président Alassane Ouattara qui incarne les 25 millions et tous les habitants de Côte d'Ivoire, y compris les victimes. Est-ce qu'il faut passer du revers de la main volonté des victimes, que nous comprenons, nous allons les comprendre. Je comprends ce qu'il dit et je salue sa cohérence. Je salue sa résilience. Mais le président de la République a parlé. Le débat n'est pas clos. On peut le continuer, mais qu'ils comprennent. Et j'espère qu'à la suite de ce débat, les voix appropriées iront à l'écoute de M. Diaby et des victimes pour leur parler, pour dire oui, on vous comprend, mais voici. Je voudrais profiter pour indiquer que lorsqu'il soulève la question des ouais, c'est bien, mais dans le procès, M. Amadé Orémi a été condamné à payer des milliards, je ne sais pas où il va les trouver. Mais la justice a refusé de sanctionner l'État en disant que l'État n'est pas responsable. Bien sûr, la réparation n'est pas que financière, mais en même temps, je pense que les victimes doivent se mobiliser pour que les lois soient appliquées partout. Pas les lois à l'égard de deux individus ou de deux citoyens en particulier. Monsieur Diaby, il y a beaucoup de décisions de justice qui ne sont pas appliquées en Côte d'Ivoire. On va vous soutenir dans le cas de M. Gbagbo et Blé Goudé, mais il y a beaucoup de dossiers. Nous allons vous les donner et nous souhaitons que vous soyez mobilisés. Mais quand vous dites on va vous soutenir, ça veut dire quoi? On va les soutenir à dénoncer l'impunité et l'injustice, toutes les formes d'impunité, pas seulement dans les deux cas. Peut-être le cas de Blé Goudé, on peut penser que c'est lié à la crise post-électorale directe, mais les questions d'ordre financier, la BCAO, de l'argent détourné, je dis nous-mêmes, on est victimes dedans, c'est l'argent de Côte d'Ivoire. Et les victimes, c'est nous tous. Bon, nous, on est prêts à pardonner, on est victimes de ça. C'est notre argent qui a été pris indûment. Ça n'a pas été, peut-être, ça a été braqué, ça a été utilisé indûment par des gens qui n'avaient pas qualité, mandat pour le faire à un moment précis. Donc, nous tous, on est dedans, mais nous, on est prêts à pardonner ça et on vous demande de faire comme nous. Alors, monsieur Isiaka Parce que nous sommes victimes comme vous sur cet aspect-là. Alors, monsieur Isiaka Diaby, est-ce que vous avez rencontré les ministères en charge pour présenter votre point de vue et vos griefs? On sait qu'il y a eu une séance avec le ministère de la Réconciliation nationale auquel vous n'avez pas participé. Merci. D'abord, nous ne sommes pas anti-réconciliation. Ça, je tiens à le préciser. Il y a des actions que nous menons que le commun des mortels et la population ne savent pas. Et si aujourd'hui on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est parce que lorsque le président de la République a appelé les victimes à ne pas se venger, que nous avons écouté. Sinon, certaines victimes étaient dans des prédispositions à poser des actes qui allaient plus graves parce que le rapport de force avait changé. Mais le fait d'aller les prendre, enfin, selon vos propos, c'est pas la vengeance, alors que le chef de l'État a donné une autre voie. Non. Ben, vous souhaiterez que ces victimes soient à l'abandon, que des individus prétextent, comme ce fut le cas en 2002, la rébellion du 19 septembre 2002. C'est prétextant la restauration d'un état de droit que des gens ont pris des armes. Et en avant, ils ont mis la question de l'impunité. Donc, voyez-vous, il y a des situations, le fait que des victimes viennent sur la place publique s'exprimer, celui qui sait analyser les choses avec discernement, c'est qu'il y a problème. Mais est-ce que quand nous avons posé cet acte, qui nous a approchés? Quand vous rentrez à la maison le soir... Après la marche, qui vous a appelé? Personne. Ah ouais. C'est triste. Personne ne vous a appelé? Personne ne nous a appelés. Ça peut être un cri de cœur. Ça peut être des actions pour interpeller, pour dire attention.
Pourtant, vous êtes soupçonné d'être agi et manipulé par des barons. Exactement. Mais ceux qui le disent... étonné de savoir que vous êtes Vous n'avez seul. pas été appelé. Non, ceux qui le disent... Vous êtes solitaire. Ceux qui le disent, vous voyez tous les jours, c'est à eux qu'on paye des billets d'avion, c'est eux qu'on soigne depuis la fin de la crise, ils sont bien nourris, et c'est eux qui reviennent... Monsieur Issa Kadabi, vous nous dites qu'après la marche du lundi 10 mai, vous avez eu à dire des choses importantes qui pourraient mettre à mal la réconciliation nationale et le vœu cher du président de faire la paix. Personne en Côte d'Ivoire ne vous a appelé. Personne. La réconciliation doit se faire avec les victimes. Ils ont un rôle central et les actions doivent être fondamentales. C'est nous qui avons des besoins. C'est nous qui pouvons dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à la réconciliation nationale. On a accepté aujourd'hui d'apprendre à revivre avec nos bourreaux dans les quartiers qui sont venus d'ailleurs, de l'exil. Mais avant qu'ils ne viennent dans leur quartier, il y a un travail qui est fait par le collectif pour que les victimes acceptent d'apprendre à revivre avec eux. Vous êtes la seule association de victimes sur le terrain qui travaille. Dans ce sens, il y a des indices que je peux vous donner. Il y a plein d'indices à travers la Côte d'Ivoire. Oui, allez-y, continuez. Donc, il ne faudrait pas que les gens, le fait que le CVCI se met sur la place publique pour dénoncer un certain nombre de choses, que cela veut dire que nous sommes anti-réconciliation. Ou manipulés. Ou manipulés. Ce que nous avons offert pour la réconciliation, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui peuvent l'accepter. Tout récemment, pour une affaire d'application de la Constitution, on a lancé un boycott actif qui a fait combien de personnes tuées. Et ça ne met personne. Des pauvres victimes qui sortent pour faire crier, pour faire entendre leur voix, on dit que nous sommes anti-réconciliation. Et au travers de la marche, vous avez aussi dit que c'est pour dénoncer la politique d'impunité en Côte d'Ivoire. Effectivement, érigé en mode de gouvernance, on estime que depuis Houphouët-Boigny, il y a eu plusieurs actes de commission de crimes graves qui n'ont pas eu de suite judiciaire. Et cette politique est les conséquences des répétitions des commissions de crimes jusqu'à ce jour. Alors, Félix Brou, on parle de réconciliation, pardon, Félix Boni, on parle de réconciliation, du cri de M. Diaby, des actions qu'il entend mener, mais en réalité, dans cette nation, depuis 1999, des mécanismes ont été mis en place pour éviter justement de répéter les mêmes erreurs. On a eu le Forum de réconciliation nationale, nous avons connu la CDVR, la CONARIV, mais dès qu'il y a élection dans ce pays, il y a toujours des morts. Qu'est-ce qui ne marche pas dans nos process? Je pense que les choses commencent à marcher parce qu'on a eu les dernières élections où il y a eu 0 mort, même pas un bulletin déchiré. C'est-à-dire 0 mort. Mais les griefs sont toujours présents. Oui, parce que, comme je le dis, un peuple traverse toujours des moments difficiles, mais un peuple, ça guérit de ces moments difficiles. Vous avez vu qu'on a organisé les élections législatives, les dernières élections législatives n'ont connu aucun grief nulle part sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est-à-dire que les faits qu'on a vécus successivement pendant ces 10 dernières années, y compris le dernier fait en date le plus spectaculaire, c'est-à-dire les élections présidentielles d'octobre 2020, ont tellement édifié ce peuple qu'on est arrivé à organiser des élections législatives sans heurts. Ça veut dire que le peuple commence à mûrir. Et c'est pourquoi, dans cette maturité, il faut accompagner le peuple en évitant d'agiter toujours le foulard rouge. Mais comment accompagner le peuple sans guérir le peuple? Comment? Comment accompagner ce peuple-là sans le guérir pour ne pas que les choses se répètent? Mais la guérison, elle est psychologique. La guérison est psychologique et c'est à travers des actions qui vont éviter de remuer, comme je le dis, les douleurs du passé. On est tous victimes. Si chacun veut... Moi, je ne suis pas sur la liste de M. Issa Diaby, mais vous ne savez pas ce que des personnes, des parents à moi, ont subi et qui vivent aussi avec leur handicap. Mais quand on parle à nos parents, on leur dit c'était un moment douloureux de l'existence de notre pays. Vous avez été ceux-là qui avaient versé vos sangs pour la renaissance du pays. Laissez tomber. Tu vis, c'est déjà suffisant. Tu as perdu telle personne, tu vis, déjà c'est suffisant. Allons-y, évoluons, tournons la page, aidons le pays à se réconcilier. Parce que l'avenir, ce n'est plus nous. Ce sont ceux qui sont en train de naître, ceux qui sont jeunes aujourd'hui. Il faut les aider demain à bâtir une nation forte, une nation unie, une vraie nation où on ne parlera plus d'Ivoiriens de tel camp, de tel niveau, de telle coloration, mais où on parlera d'Ivoiriens qui bâtit la nation. Et c'est à cela que moi j'invite tous ceux qui agitent
les foules, les mouvements de foule, sans penser réellement à la nation. Parce que quand on pense à son petit intérêt quelque part, ce que je gagne dedans, à agiter, et on exacerbe des clivages, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Je vous le disais à l'entame de ce programme que nous serons rejoints par le secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Bamba Sindou, nous a rejoints. Merci d'être là. Nous parlons de réconciliation, nous parlons également de la prise en compte des victimes. Comment le faire? Merci d'être là. Alors, question pour vous en même temps. Comment faire pour que la question des droits de l'homme soit une question vulgarisée en Côte d'Ivoire, pour éviter de retomber dans certains travers? Merci, madame. Je crois que dans la mission du Conseil national des droits de l'homme, il y a pour mission de faire la promotion des droits de l'homme, protection et défense des droits de l'homme. C'est la mission qui est assignée au Conseil national des droits de l'homme. Mais nous attelons à ce travail et je crois qu'il est important que les populations sachent, connaissent leurs droits pour éviter de violer les droits des autres. Et c'est ce qui amène les conflits. Tel que je respecte mes droits, j'ai mes droits, je respecte les droits d'autrui, on n'aura pas de conflits. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme. Des citoyens lambda font l'effort de violer les droits d'autres citoyens. Et donc, quand c'est comme ça, on se trouve dans une situation où il y a des rancœurs qui s'installent et chacun attend le moment opportun pour s'attaquer à l'autre. Et donc, nous faisons tout au niveau du Conseil pour que les citoyens lambda sachent et connaissent leurs droits. D'accord. Alors, elle a fait je reviens sur la question posée à Félix Boni. On a connu le Forum de réconciliation nationale, où les Ivoiriens étaient censés se parler avec vérité. On a connu après donc la CDVR, où des choses ont été dites. Ensuite, la CONARIV, mais dès qu'il y a élection, ou dès qu'il y a un tout petit quelque chose, il y a mort, il y a violence. Est-ce qu'on rate quelque chose, ou c'est le process qui n'est pas bon? Non, c'est quand on revient aux sources, hein, c'est l'impunité. Et puis, c'est le sentiment, de mon point de vue, indépendamment de ce qu'on pourrait lui reprocher, peut-être dans les actions posées, j'ai toujours estimé que c'est l'impunité qui nous conduit. Pourtant, il y a des condamnations. Non, qui finissent par toujours la réconciliation sous la forme qu'on connaît. On se pardonne, on se retrouve, on s'embrasse et puis on oublie les condamnations à un moment donné. On laisse tomber. Donc ça aussi, maintenant, il faut qu'il y ait une équité. Il faut que l'impunité consiste à juger et puis sanctionner tous les coupables et non des coupables de façon arbitraire. Très bien. Donc lorsqu'on arrivera à cette situation... Et on ne l'a jamais fait en Côte d'Ivoire. On ne le fait pas assez et les gens auront peur parce que dans ce pays, on est tous des victimes, certes, mais ce n'est pas tout le monde qui a commis des crimes. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a commis des crimes. Ceux qui commettent effectivement des crimes, ils ne sont pas nombreux. Moi, je pense que si on décide de les punir, quel que soit leur niveau de responsabilité, quel que soit leur rang, on pourra arriver à une société où ces genres de crimes, ce genre de situations pourront disparaître de plus en plus. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les lois d'amnistie ne marchent plus, selon vous? Non, ce n'est pas utile. Ce n'est pas nécessaire? Ce n'est pas nécessaire parce que il faut d'abord aller à la justice totale et complète. Et lorsque cela est fait, on n'aura pas besoin de loi d'amnistie parce qu'on n'aura plus de crimes de cette nature. Si les gens savent qu'ils vont payer. Parce que j'ai l'impression que, bon, c'est vrai, il a parlé de 2002. Moi, je pense qu'il y a des gens qui agissent et puis se disent, de toutes les façons, on va faire 2, 3 mois ou 1 an ou 2 ans en prison et après, c'est fini. Il y aura une amnistie. Il y a des gens qui agissent avec cet esprit-là, cette certitude d'impunité. Oui, ça existe et ils font des calculs. Comme il y a des voyous qui peuvent être dans des entreprises qui font exprès, qui font des coups pour voler 1 milliard et puis ils prennent un peu, payer un avocat. Ça aussi, c'est l'impunité. Oui, ils mettent un peu à côté, payer un avocat, avoir des biens investis au nom peut-être de leurs amis ou autres, ou des gens dont on ne peut pas saisir les biens. Et puis, les personnes fructifient l'argent et ils font 1 an ou quelques mois en prison et puis ils sortent, ils profitent de l'argent indûment acquis. Il y a des gens qui font ça aussi. Donc, il y a une sorte d'entreprise en politique consistant à agir de façon volontaire, pour commettre des actes inacceptables.
en comptant éventuellement sur sa posture politique, sur une couverture politique pour bénéficier d'impunité. Et ça, il faut le dénoncer suffisamment, tout en peut-être aussi critiquant certains accès dans les agissements des victimes, mais il faut aussi déplorer cette attitude des acteurs politiques et sociaux. Quels aspects dans la vie, dans les agissements des victimes, qu'est-ce que vous voulez critiquer? Bon, c'est-à-dire aujourd'hui, on a l'impression que c'est des victimes parcellaires et non unitaires. Il a dit, il a dit que ce n'était pas juste. Mais pas suffisamment formulé. Et puis, on a l'impression peut-être d'un acharnement sur Charles Blé Goudé et Gbagbo Laurent, alors que le gouvernement même est ménagé. Oui, le gouvernement est ménagé, puisqu'on l'a interpellé à plusieurs reprises, on l'a fait des boulevards, bon, il n'a pas trop sauté là-dessus. S'il y a un problème aussi au niveau des victimes, c'est parce que peut-être le gouvernement n'en fait pas assez. Au lieu de demander qu'on exige des choses contre Laurent Gbagbo, c'est de mettre la pression sur le gouvernement. Il y a des mécanismes que le gouvernement a mis en place. Il y a une responsabilité du gouvernement qui n'est peut-être pas assez soulevée et signalée par le président Issaka Diaby. Monsieur Issaka Diaby, vous êtes accusé de rouler tout doucement quand il s'agit du gouvernement. Que répondez-vous à cela? Les plus grandes opérations que nous avons, manifestations publiques que nous avons menées, c'est contre le gouvernement et les structures de réconciliation qu'il a mis en place. Nous avons dénoncé à l'époque... Mais vous ne partez pas aux réunions aussi lorsque le gouvernement vous invite via le ministère de la Réconciliation? Non, le jour de la rencontre, je crois que c'était le vendredi 6, j'étais empêché. J'ai envoyé une équipe. Mais la dernière fois, il y a eu un séminaire d'un jour, toute la journée au cabinet du ministre. J'ai participé. Le mardi, je crois que le 9, on a encore un séminaire. On est en train de travailler sur le TDR. C'est parce que pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu... Donc vous participez au processus initié par le gouvernement? Voilà, par le gouvernement. Mais pour nous, on estime qu'à chaque fois, les victimes ont été exclues. C'est-à-dire? Exclues, Forum de réconciliation de 2001. Nous avons demandé un certain nombre de choses qui n'ont pas été prises en compte. Par exemple... 2001, vous étiez déjà victime? Oui, 2001, vous pouvez regarder sur le net, le CVCI a participé au processus de réconciliation au forum. On a parlé de l'impunité. On a parlé aussi de ces citoyens ivoiriens. Heureusement, aujourd'hui, le président Ouattara a bien compris, il fait rentrer tout le monde. On a parlé de ces citoyens ivoiriens qui avaient été persécutés dans les camps, qui étaient sortis du pays, qu'il fallait faire rentrer. On a stigmatisé, on a trouvé que bon... Donc vous avez communiqué, vous avez échangé. On a communiqué, on a fait des propositions, ça n'a pas été pris. Mais c'est ceux-là que les gens ont nuancés, qui ont estimé qu'ils ne sont pas importants pour la réconciliation, c'est eux qui sont à l'origine du 19 septembre 2002. Donc vous comprenez, il faut que les Ivoiriens arrêtent de stigmatiser des populations. Dès lors qu'on va faire de ce principe de l'égalité de tous en droit et en dignité, je pense qu'en ce moment-là, les choses pourront aller. Le culte de la personnalité est source de frustration. Quand c'est Bédié, quand c'est Gbagbo, quand c'est Ouattara, bon, le citoyen lambda dans ses terres. Mais nous, association de victimes et organisation de défense des droits de l'homme, nous constituons les yeux et les oreilles du gouvernant, du bon gouvernant. Ce que nous voyons en ville, c'est ce que nous dénonçons sur la place publique. Le bon gouvernant qui sait, il va prendre ce qui est important dedans et il règle la question. Donc le fait de mener des actions publiques, faire des conférences publiques, sont des moyens d'action pour réaliser nos objectifs. Ça est dans notre statut. Donc que les uns et les autres arrêtent de nous accuser parce qu'on allait devant la justice pour mener des actions. Ces gens-là, ils étaient où quand... Sous Gbagbo, les jeunes sont rentrés pour bastonner les magistrats. C'est passé ici, ils étaient où? Ces gens-là étaient où quand, n'est-ce pas, Youssouf Fofana, ce jeune Ivoirien qui a tué un seul Ivoirien, un Français, il est venu ici. Le pouvoir, Laurent Gbagbo l'a arrêté pour le donner aux Français, en même temps que devant l'hôtel Ivoire et devant le camp français, 180 Ivoiriens ont été assassinés. On a pris une loi d'amnistie parce que... Pour vous, les lois d'amnistie, ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Il faut arrêter de catégoriser les Ivoiriens. Monsieur disait tout à l'heure que lui, il a parlé à ses parents qui ont abandonné. C'est les droits. Mais celui qui n'a pas abandonné, on fait quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? On recherche... Aujourd'hui. Aujourd'hui, on recherche... Parce que de toute la question, toutes les promesses faites aux victimes soient respectées. L'indemnisation. Avant d'en arriver à l'indemnisation, on en parlera dans la seconde partie. Mais je demande, qu'est-ce que vous recherchez? Parce que de toute façon, ils arrivent. Hein? C'est le 17 juin. Et ce que vous avez dit cristallise les attentions. Puisqu'au niveau politique, les choses commencent à se tasser. Il n'y a que vous. Alors, que recherchez-vous concrètement? Ils arrivent, vous voulez...
Que désirez-vous? Que l'état de droit se matérialise en Côte d'Ivoire. Nos institutions, de façon les actes, concrète. De nos institutions, quand on parle d'institutions fortes, les actes délivrés, que ce soit judiciairement ou administrativement par une structure étatique ou par les institutions, doivent être respectés. Qu'est-ce qui doit se passer le 17? On doit faire quoi? Parce que vous avez annoncé que vous allez les prendre. Nous avons plusieurs stratégies, ce n'est pas le lieu de... Donc des stratégies seront mises en place. Est-ce que ça ne met pas à mal la réconciliation nationale? Non, la réconciliation, c'est nous qui avons créé les conditions de la réconciliation. Donc permettez qu'il réponde à la question. On est vraiment sur un problème sérieux, un plateau sérieux. Je crois qu'il faut poser les problèmes, appeler un chat et qu'on avance. Monsieur Isiaka Diaby, quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'est lui, ses droits surplombent tous les autres droits. Si on est dans un état de droit, autant vous avez des droits, autant les autres aussi ont des droits. Et quand le président de la République parle, c'est-à-dire vous seul, contre une République, l'appareil de l'État, vous voulez outrepasser tous ces pouvoirs-là pour imposer quelque chose, imposer peut-être le désordre. Monsieur Isiaka Diaby, ceux qui sont en train de venir ont été jugés par la justice internationale, ont été acquittés. Le président de la République a parlé en disant s'ils sont acquittés, ils peuvent rentrer dans leur pays. Et même l'ex-président, mon successeur, je prendrai en charge ses frais de transport. La volonté est ferme du président. La volonté du président. Vous, un citoyen lambda comme moi, le président est un citoyen, mais nous l'avons élu comme président de la République. C'est-à-dire, vous osez... Vous êtes seul parce que vous voulez de la visibilité. Vous sentez que vous êtes seul vous voulez contre vraiment tous. mener une action. Vous êtes seul contre tous. Il va réagir. Et, non, ça dit, il faut que je parle à M. Isiaka Diaby. Parce que je vois ce qu'il fait et je me pose la question, est-ce qu'on est vraiment dans une république? M. Isiaka Diaby seul peut aller envers et contre la République, contre la volonté du président de la République? Non. Est-ce que cela ne cache pas un cri de cœur? La réconciliation, vous devez en faire un combat. Si vous faites de la réconciliation un combat, vous serez à même, au lieu de soulever quelques centaines de personnes, pour les jeter dans la rue, pour braver l'autorité du chef de l'État, parce que parmi ces personnes, il peut y en avoir qui n'ont pas, le niveau de culture, le niveau d'alphabétisation que vous avez. Il faut éviter ça. Permettez qu'il réponde. Je vais rebondir. Permettez qu'il réponde. Non, vous pouvez rebondir. Non, pour vous, le président de la République en haut, le petit Diaby, il n'est rien dans la République. Non, c'est ce que vous... Non, vous ne pouvez pas parler. Oui, je le dis. Non, oui. Le président de la République peut poser des actes. Oui. Vous comprenez? Oui. Moi, en tant que citoyen, je peux dire non. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un état de droit. Vous ne pouvez pas, parce que pour vous, le président de la République, Laurent Gbagbo, est un dieu pour vous. Non, mais moi, le président Ouattara... Non, c'est que le président Ouattara écrit... Non, ce que le président Ouattara écrit n'est pas l'évangile. Vous avez compris. C'est une décision qui amène la peur. C'est une décision. Il a dit qu'il rentre. Nous sommes d'accord sur le principe. Mais est-ce que parce qu'il rentre, des décisions de justice prises par des magistrats ne doivent pas être exécutées? C'est là la question. C'est pour cela que vous avez... Les décisions qui ont été rendues, qui a rendu... Permettez. Non, vous ne pouvez pas... Vous avez été reçu par le procureur. J'ai été reçu dans le procureur, j'ai été clair. Qu'est-ce que vous avez dit au procureur? J'ai dit au procureur, il a dit sur le plateau, ce qui nous a sidérés, que les actions de la justice sont liées à la mise en œuvre du processus de réconciliation. Il a été sidéré pour ça. Donc, j'ai été sidéré. Pourquoi avez-vous été sidéré? Non, j'ai été sidéré parce qu'il ne joue plus son rôle de magistrat. Voilà. Vous comprenez? Si, dans ce contexte-là, le procureur rend une décision, ou un magistrat rend une décision, c'est une décision politique, alors que le juge rend sa décision à partir de son libre arbitre. Donc, si c'est le petit voleur de portable, à jamais, quand on la rentre, on le condamne, il doit aller en prison. Mais quand c'est des élites, non, il ne doit pas aller en prison. C'est ça catégoriser les Ivoiriens. Donc pour vous... Ça nous révolte. Très bien. C'est clair. On est libre d'exprimer notre point de vue. Merci, on voilà, le respecte. On déplaise à certaines personnes. Il faut comprendre que M. Diaby ait pu sensibiliser, ait pu parler, aider, proposer. Par exemple, il a été disponible... Il disait en antenne qu'il a rencontré un responsable du FPI. Il y a M. Kone Katina qui a dit qu'il est prêt à lui parler, à le rencontrer. Je pense que s'il multiplie ce genre de rencontres et d'échanges, il pourra être dans la possibilité de voir les choses. Est-ce que vous l'avez rencontré, M. Katina? Non, il a lancé la convocation. Je lui ai dit que j'étais favorable. J'ai salué son initiative.
Ensuite, j'étais avec, je crois, le professeur Oubey Oulaï, c'est ça, à Yamoussoukro la semaine dernière. Donc les échanges. Les échanges, est-ce que si nous n'avons pas fait ça, les gens allaient nous considérer? Donc, il faut que les gens analysent les actions de la société civile. C'est clair. Très bien. La question des droits de l'homme n'est pas vulgarisée en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'on a cela. Est-ce que vous comprenez la réaction de M. Isiaka Diaby? Non, je comprends parfaitement la réaction de M. Diaby, qui est à la tête d'une association des victimes, qui doit se battre pour que les victimes soient rétablies dans leurs droits. On a l'impression qu'il crie tout seul. Bon, peut-être que lui, il a la chance de s'exprimer. Est-ce que tout le monde s'exprime? C'est là qu'il y a la question. Donc, il faut peut-être qu'au-delà de M. Diaby, s'il y a d'autres associations de victimes qui veulent réellement s'exprimer, ils pourront s'exprimer et donner leur point de vue sur la question. Comme disait M. Alafi, il est important que toutes les associations, que tous les citoyens s'expriment. Et maintenant, s'exprimant, on verra qu'est-ce qu'il faut réunir pour aller à une réconciliation. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement à l'endroit des victimes. Très bien. Alors, nous allons passer à la seconde partie de ce programme. Pendant que les sillons pour une réconciliation nationale sont en train d'être établis, on l'a vu et vous l'avez particulièrement lu dans la presse et vous le voyez sur ce plateau, le collectif des victimes de la crise post-électorale dirigé par M. Isiaka Diaby semble ne pas adhérer au processus. Une manifestation, on l'a dit, a eu lieu le 10 mai dernier devant le palais de justice en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les préparatifs vont bon train pour un retour effectif des anciens pensionnaires de la HEP dans notre pays. Ahmed Traoré, à Boussanogo, reportage. Les victimes de la crise post-électorale protestent contre le retour de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Isiaka Diaby, président du collectif des victimes des crises ivoiriennes, annonce la création d'un comité. 10 années, depuis 2001, on a regardé les gens, ils disent qu'ils vont faire la réconciliation, ils vont faire la réconciliation. Jusqu'à aujourd'hui, il va falloir qu'on se réveille. C'est nous qui avons payé les prix forts. On en a marre. C'est notre ras-le-bol. Les victimes de la crise post-électorale souhaitent que les fonds que l'État s'apprête à mobiliser pour le statut d'ancien chef d'État à Laurent Gbagbo servent à les indemniser. Vous voulez que les fonds que le président donc, a décidé d'allouer à Laurent Gbagbo vous soient remis pour indemniser les victimes. Pourtant, il y a bien un circuit en Côte d'Ivoire, mais des mécanismes pour la réparation financière. Oui, c'est la mauvaise gouvernance est passée par là. La mauvaise gouvernance, c'est-à-dire est passée par là et les victimes en ont payé les plus forts. Les victimes n'ont pas été dédommagées en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'indemnisation. Aucune victime n'a reçu 5 francs de l'État de Côte d'Ivoire. Pourtant, on a vu à l'époque la ministre Marietou qui a fait des actions. On a vu les victimes recevoir de l'argent. Vous dites que non. La question de l'indemnisation ne se rattache pas à la question de pécuniaire. Seulement. Seulement. J'ai 4500 orphelins issus de la crise sur tout le territoire ivoirien. D'autres enfants devenus vulnérables dépendants du fait de cette crise. Ils sont pris en charge par l'État pour l'école? Absolument pas. Ils ne vont pas à l'école? Ils ne vont pas à l'école, ils ne sont pas assistés. J'ai des pères de famille aujourd'hui mutilés, tétraplégiques. Les femmes les ont quittés, ils sont au nombre de 300 et quelques. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait avec les dits? Monsieur Isiaka Diaby, vous nous dites devant la nation que l'État de Côte d'Ivoire n'a rien fait pour ces victimes-là, alors qu'on sait que des actions ont été posées pour ces victimes, pour que les enfants puissent aller à l'école, les tuteurs légaux reçoivent des sous pour aider les enfants, des AGR même sont donnés pour ceux qui veulent investir. Vous dites non, qu'il n'y a rien eu. La question de la réparation, de l'indemnisation doit se matérialiser par des actions pérennes au profit des victimes. Quand, par exemple, je prends les réparations communautaires, l'Église catholique en Côte d'Ivoire a subi des choses. Est-ce que ceux qui sont chargés de l'indemnisation ont rencontré les prêtres pour les dire... Mais vous ne parlez pas ici au nom de l'Église catholique. Non, quand on parle des victimes, derrière l'Église catholique ou bien les musulmans, il y a une communauté. M. Alafa disait que tout le monde est victime en Côte d'Ivoire. Mais si ta communauté est touchée, c'est que tu es victime directe ou indirecte. Mais qu'est-ce que les personnes chargées du processus d'indemnisation ont posé en faveur de la communauté musulmane qui a eu les mosquées brûlées? Je prends le cas à Bangolo, le camp des masques, les Glaé, qui a été détruit par la rébellion. Qu'est-ce que les personnes chargées de la réconciliation ont fait pour réhabiliter les camps des masques? Ces masques-là, c'est un patrimoine national, voire mondial,
Qu'est-ce qu'on a fait si on veut que des communautés adhèrent? Pourtant, les structures de la réconciliation nationale pour les victimes existent. Réaction par rapport à ce que M. Issiaka est en train de dire? Lorsqu'il pose peut-être le problème de cette façon, on peut être davantage compréhensible à son égard, plutôt que... Parce que là, il y a des problèmes, il faut les sauver, il est dit, mais la solution, c'est pas empêcher le président Gbagbo et Blé Goudé de rentrer, alors que le président... C'est d'aller à ces problèmes précis, là. Oui, c'est d'aller à ces problèmes précis. Je me souviens, je crois qu'il n'a pas eu particulièrement de bons rapports avec la ministre Mariatou tout le temps qu'elle est restée. Et pourquoi? Elle s'est plaint un jour de ce qu'il l'aurait appelé à des heures indues pour parler des problèmes des victimes. Et c'est exact. Vous avez appelé la ministre à des heures indues? Non, bien sûr, c'est son rôle. Il est le valet de la République. Elle doit jouer son rôle. Moi, je vois un enfant dont le père a été enlevé à sa présence, il s'est agressé au père. Les gens armés sont partis avec lui, ils l'ont assassiné, n'est plus jamais revenu. Après, on a retrouvé son corps. Cet enfant, aujourd'hui, il est assis, il a dit que lui ne veut plus voir quelqu'un avec 4x4. Il a intégré le groupe n'est-ce pas, des microbes. Et quand tu vois quelqu'un passer avec une 4x4... Des enfants en conflit avec la loi. Vous comprenez? Moi, je m'avais essayé de canaliser cet enfant dont le dossier était depuis des années entre les mains du Programme national de cohésion sociale. Cet enfant avait besoin d'une politique de socialisation, il ne partait plus à l'école. Et ils sont nombreux. Alors, vous voulez que je vienne m'asseoir comme ça, caresser Madame la ministre dans le sens du poivre? Non, on n'a pas dit ça, mais nous savons qu'encore... Oui, mais là, je suis d'accord avec lui. Mais il y a quand même des actions que le gouvernement a posées via les structures en charge. Oui, tout à l'heure, j'allais peut-être me poser la question. Il y a eu la CDVR, il y a eu la CONARIF, je ne sais pas... Tout ce que M. Dire qu'ils n'ont rien fait, est-ce que vous comprenez cela? Voilà, tout ce que M. Issiaka Diaby vient d'énumérer, je suppose qu'il a eu quand même à travailler, à collaborer avec ces structures pour que tout soit reversé, que cela remonte au président de la République. Sinon, appeler à des heures indues, s'il y a des cas vraiment d'exception, je pense qu'il a de son droit de harceler les autorités pour que ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, puissent avoir des solutions à leurs problèmes. Si c'est dans ce sens de ce combat-là, c'est un combat noble que M. Issiaka Diaby mène. Mais au moment où il mène ce combat noble, il faut respecter les droits des uns et des autres et puis qu'on soit dans une république quand même organisée, légalisée, avec les institutions qui existent. Alors, la question pour moi, c'est est-ce que vous comprenez qu'ils disent qu'il n'y a eu aucune action du gouvernement? On comprend difficilement, mais en même temps, le problème cet aspect qui est soulevé montre que la réconciliation n'est pas que la réconciliation politique. Oui. Entre politiques. Le problème qu'il pose est bien réel. On a souvent tendance à dire les Ivoiriens s'entendent, tout va bien entre eux, c'est les politiques qui ne s'entendent pas. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de souffrances qui existent. Il y a des gens qui laissent parce qu'on dit, bon, ils s'entendent, ils rient, ils ont peur d'être des empêcheurs de dormir en rond. Ils ont peur de faire entendre leur voix. Mais il y a une souffrance qui est là. Et c'est peut-être ça qu'il exprime avec son style à lui, qui peut être incompris, mais il y a quelque chose qui est là. On a vu quand même et il est évident que le président fait souvent le point, on a dépensé des milliards. Oui, est-ce que les dépenses ont été faites comme il faut? Ce que l'on sait, ce que l'on apprend, c'est que peut-être les victimes ont 500 000 francs. On leur donne ça une fois. Ou 1 million. Ça ne règle rien. Au moins, il y a une action qui est pour... Ça ne règle rien. Mais dire qu'il n'y a rien? Non, il y a eu des actions comme ça. Quand on calcule, ça peut même faire 50-100 milliards. Mais est-ce que ça a résolu le problème? On doit faire un bilan de cette réparation matérielle, financière, mais aussi psychologique, comme il le dit, de cette réinsertion pour le cas de cet enfant et beaucoup d'autres. Il faut, je pense, que le chef d'État ait une pensée pour eux. Il y a des ministères chargés de la question qui ne sont pas là. C'est tellement qu'ils auraient pu lui apporter la réplique, mais on aura l'opportunité de poursuivre le débat en dehors d'ici ou à nouveau, si vous le demandez, pour qu'on revienne avec chiffres à l'appui pour dire, depuis 2011, la réconciliation nous a coûté 300 milliards. Mais où l'argent est-il parti? Et puis, la Côte d'Ivoire, c'est 6 000, 8 000 milliards par an. Est-ce que le bien-être des victimes de la réconciliation, si c'est 300 milliards même, est-ce que ça ne doit pas valoir plus que cela? On peut faire ce débat-là. Oui. Monsieur Bamba Sindou, sur la question. Je crois qu'il faut un peu relativiser les choses. Je crois qu'il y a des choses qui ont été faites à l'endroit des victimes. Tout à fait. Si j'ai bonne mémoire, je crois que l'indemnisation était chiffrée à hauteur d'1 million par victime, que ceux qui ont perdu un parent. Et il y a eu une prise en charge médicale pour ceux qui étaient blessés. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu des gestes qui ont été faits à l'endroit des parents, des enfants,
pour leur scolarisation. Exactement. Peut-être que M. Diaby dira que ce n'est pas suffisant. Je crois des fonds sont donnés à un tuteur légal qui s'occupe de l'enfant qui a perdu père et mère. Donc dire qu'il n'y a rien, bon, c'est quand même surprenant. Oui, je serais d'accord. Peut-être qu'il va dire que ce n'est pas suffisant, qu'on pourrait davantage faire mieux. Mais ça n'annule pas l'action qui est faite quand même par le gouvernement. Il y a des actions qui ont été menées. Mais peut-être que pour M. Diaby, il faut aller au-delà de ça pour que chaque victime se sentent réintégrés dans le tissu social, économiquement également. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont bénéficié des AGR, qui ont réussi à se réintégrer, mais pas tout le monde. Mais là, il avait été demandé à certaines femmes de s'organiser en coopérative autre pour que l'aide soit facile à apporter. Il faut aussi voir maintenant comment ça s'est passé. Est-ce qu'elles ont fait? Est-ce que et tout? Oui, je crois qu'il y avait des suivis. Certaines se sont en sorties. Mais au moins, le process a établi. Les AGR sont là pour permettre aux personnes de pouvoir avoir un peu de financement. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je crois que c'est une dynamique. C'est un processus. C'est de voir maintenant le bilan qu'on peut faire et voir comment l'État peut continuer à appuyer les victimes pour qu'il y ait une réinsertion socio-économique de ces personnes-là. Comment l'État peut continuer à vous appuyer? Mais dire qu'il n'y a rien eu, c'est que ce serait quand même un peu difficile. Au lancement du processus en 2015, le président de la République a bien déclaré « Je vais remettre 1 million aux parents des personnes décédées pour traduire la compassion de l'État. » Ça a été fait ou pas? Je vais finir. Cette phase-là, c'était le YACO. Le YACO ne peut pas constituer une forme d'indemnisation. Le YACO en Afrique, c'est quelque chose qu'on apporte à nos voisins, cas de baptême et tout ça, ce n'est pas une obligation de fait. L'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. Pourquoi ces 4500 enfants ne vont pas à l'école alors que le président de la République a ordonné? C'est là la question. Pourquoi ces pères de famille mutilés aujourd'hui tétraplégiques n'ont pas leur dignité préservée? Ils ne bénéficient pas de soins? Absolument rien. Ce n'est pas la question de soins. Ils sont mutilés, ils sont guéris. Et quand ces personnes-là voient des déclarations, des personnes rentrent, on leur brandit comme un trophée, parmi lesquels leurs bourreaux, on fait des rappels des salaires. Ils n'ont pas travaillé, mais on leur donne quand même. Mais vous voyez... C'est tout ça qui gêne, en fait. C'est tout ça, aujourd'hui, qui fait la frustration. C'est pourquoi nous avons dit, les hommes politiques, ils créent des situations, ils manœuvrent pour soustraire les auteurs de ces faits-là des poursuites judiciaires, ils les récompensent et les victimes ont toujours été oubliées. Ça fait 30 années maintenant, nous on a décidé de ne plus se taire et souffrir dans le silence. Certaines personnes n'aiment pas voir les victimes s'exprimer. Quand les victimes s'expriment pour elles, c'est une action contre la réconciliation. Et je le répète, plusieurs victimes aujourd'hui vivent avec leurs bourreaux dans les quartiers. Lesquels bourreaux étaient les auteurs de violences de 2020. On a été appelés, on les a apaisés. Si le CVCI et d'autres structures au plan international n'avaient pas agi, les actions de vengeance et de revanche qui rémunéraient certaines victimes, on n'aurait pas compté 3000 morts. Donc, c'est nous qui avons créé les conditions de la réconciliation. Ces acquis, on travaille tous les jours pour les conserver. Il faut que les uns et les autres reconnaissent ces choses. Est-ce que vous avez l'impression que le processus se fait sans vous? Effectivement. Le processus de la CDVR, par exemple. On a été surpris d'entendre le président de la République dire qu'il a donné 16 milliards à la CDVR. Mais je vous informe qu'il n'y a même pas de liste de victimes. Il n'y a pas de liste de victimes? Il n'y a pas de liste de victimes. Aujourd'hui, il n'y a aucun document, je mets quiconque de fuite pour dire à nos coûté, il y a combien de personnes tuées. Qu'on arrive. Qu'on arrive. CDVR. Oui, mais après... CDVR a parlé de 73 000 victimes. Oui. 73 000 victimes. C'est une action continue. Sans préciser, mais, madame, on ne va pas continuer pendant 10 ans en train d'identifier des victimes. Jusqu'à présent, en Côte d'Ivoire, on en a à quel point? Il n'y a pas de liste de victimes. Les victimes ne sont pas classifiées. À l'heure où nous parlons? Oui, en fonction des violations subies. Combien d'orphelins, combien de femmes victimes de violences basées sur les gens, combien de mutilés, il n'y en a pas. Je mets quiconque au défi de nous mettre ça sur la place publique. Est-ce que vous avez remonté cette information que vous donnez, par exemple, au ministère en charge? On a fait monter l'information. On a fait monter l'information au niveau du gouvernement, à tel point qu'on a le sentiment que le gouvernement même a mis le verre dans le fruit de la réconciliation. Vous ne pouvez pas désigner des politiques pour faire de la réconciliation et exclure les victimes.
C'est comme le médecin qui veut traiter un patient sans la présence du patient dans son... Vous auriez aimé quoi? Avoir une position... Jouer un rôle central. Oui, avoir un poste au sein de la structure? Je ne peux pas être juge à abri. Moi, j'ai choisi mon camp, celle des victimes. Oui, mais puisqu'on doit faire le processus Je peux donner mon expertise de façon indépendante. Je peux, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, bon, moi, mon point de vue, pour obtenir le pardon de la communauté musulmane, est-ce que vous ne pouvez pas le proposer hôpital, maternité, par exemple? Les Glaé, par exemple, à Djokwe... On arrivera aux solutions tout à l'heure. de bouches de solutions que je peux donner. Je peux dire aujourd'hui... On arrivera aux solutions plus tard, voilà, plus tard. Mais on retient simplement avec ce que vous venez de dire que le point de la réparation financière devrait être encore amélioré. Mais dire qu'il n'y en a pas eu... C'est le Yako. C'est le Yako. C'est le Yako. Et là même, ça a touché que 4200 personnes, alors qu'on nous a demandé de descendre jusqu'en 1990. Quand on a fait le point, ça fait 8700 personnes. Donc les 8700 ne sont pas prises en compte. Pas encore. Pourquoi, dans la grande phase, on n'a même pas encore indemnisé et remis le Yako aux victimes du chanel de Yopougon? Réaction, je vous voyais rire tout à l'heure. Oui, bon, il faut aller au-delà du Yako, du Kokoko, il faut ouvrir la porte, il faut faire, voilà. C'est un cri de cœur. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Quand on dit le Yako, pour ceux qui nous regardent à l'international, ça veut dire quoi, Yako? Moi qui suis de ce groupe, qui appartient à ce groupe, mais le Yako, vous avez perdu quelqu'un, on a collecté de l'argent, on allait pour vous soulager. Le Yako, après ça, on est parti, c'est fini. Non, après le Yako, il a dit, après le Yako, il ne faut pas abandonner la famille en deuil. Il ne faut pas abandonner la famille à qui on allait dire Yako. Oui. Il faut être régulièrement auprès de la famille. Est-ce que le gouvernement l'a appelé Yako? Il faut soutenir la famille même après le Yako, les funérailles et tout. Alors, s'il vous plaît, comment est-ce que... Oui, allez-y. Je crois que sur cette question, c'est la première fois que j'entends l'expression Yako. J'allais demander, est-ce que le gouvernement l'a nommément appelé Yako? Des deux, aucun montant ne peut représenter la vie d'un être humain. Donc, c'est des montants symboliques. Oui. Et je crois que dans la phase, il y a eu même la phase d'exhumation, ça a permis aux parents d'enterrer dignement leurs victimes. D'apaiser les cœurs. D'apaiser les cœurs, puisque quand tu perds quelqu'un, la première des choses, c'est d'avoir le corps enterré et d'avoir au moins une tombe pour cette personne. Je crois que ces actions ont été menées. C'est ce que je disais tantôt. Peut-être que pour M. Diaby, ce qui a été fait n'est pas suffisant. Comment réfléchir, trouver un moyen pour toujours apporter quelque chose à ses victimes? En réalité, M. Diaby, c'est vous qui avez appelé cette affaire Yako. Ajouter quelque chose. Non. C'est parce que le gouvernement avait dit, le gouvernement a pleinement déclaré. Ils ont dit Yako. On peut refaire passer la bande de M. le Président lors du lancement au palais. Il a parlé de Yako pour traduire la compassion de l'État de Côte d'Ivoire à l'égard des parents des personnes décédées. Donc, après le Yako, il aurait fallu... s'occuper des enfants. Moi, je pense que l'action du gouvernement s'est prolongée parce qu'il ne faut pas tout centraliser au niveau du gouvernement. C'est pourquoi aussi il y a les entités décentralisées, déconcentrées. Dans des communes, on a vu l'implication des élus locaux, des personnalités qui sont également des élus locaux qui n'ont pas abandonné les victimes, qui continuent même jusqu'à maintenant de prendre en charge des victimes. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, paix à son âme, lorsque le Premier ministre est décédé, il y a quelqu'un qui était sur un plateau avec nous qui disait que le Premier ministre prend en charge des centaines de personnes, de familles à Boaké. Je veux parler du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire, ce n'est pas tout qui se fait en action d'éclat, en douceur, dans l'homme, les grandes douleurs sont muettes et les actions pour apaiser ces douleurs sont aussi muettes. Ce n'est pas tout ce qui se fait à l'éclat tout ne doit pas se faire à l'éclat. C'est par diplomatie, petite touche. Et je vois un peu le gouvernement qui partage souvent à des moments particuliers du riz, plein de choses, des actions sociales qui sont menées. Je crois que tout ceci participe de cette façon d'aider ces familles qui ont subi des moments difficiles. Et je vois beaucoup de ministres qui se rendent dans des quartiers défavorisés, qui mènent des actions. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'appeler tout ça là indemnisation des victimes pour qu'on sache que l'État est auprès de ces populations vulnérables. L'État travaille, comme il a dit. Il est en train de dire que c'est un épiphénomène. Quand le chapeau est là, le genou ne porte pas de chapeau. Des institutions ont été mises en place d'autant de moyens. C'est le résultat de ces institutions que nous attendons. Le programme national de cohésion sociale a reçu 20 milliards. Sur les 20 milliards, 15 milliards et quelques ont été dépensés. Et 4 milliards et quelques ont été dépensés. Et les 15 milliards, où c'est passé?
Pourquoi les enfants ne vont pas à l'école? Ce n'est pas Ahmed Bakayoko, père à son âme, qui est chargé d'indemniser les victimes. Il a quand même mentionné... Non, c'est un épiphénomène. Moi, je dis que c'est un épiphénomène. Il ne faut pas... Le roi est là, c'est le roi. Notre roi, c'est le programme national de cohésion sociale. On va aller chercher quoi chez Ahmed Bakayoko ou bien chez notre ministre? Non, l'exemple a été donné. Il a dit qu'il y a certaines personnalités... Il le faut pour tuer des éléments. Oui. Ça a l'air bénéfique, ça a salué. Mais la question de l'indemnisation des victimes a été confiée à des structures étatiques chargées de la question. Et pour vous, l'argent? L'argent, je le répète, la question de l'argent n'est pas le nerf de l'indemnisation des victimes. Mais vous en parlez. J'en parle parce que 400 orphelins que nous avions pu obtenir la scolarisation, 400 orphelins, ça faisait 40 millions par an. 40 millions par an. Et ça a été fait une fois, deux fois, ça s'est arrêté. Ah, ça a été fait. Ah. Ça a été fait. Ah, donc, les enfants, celui qui partait au moins, celui qui partait au CPR, oui. S'il a reçu l'argent qu'il est maintenant au CE1 ou au CE2, parce qu'il n'a pas l'argent, il ne va plus à l'école. Non, au moins, reconnaissons que l'État a mis en place des systèmes qui ont démarré. Quitte à ce que vous puissiez dire que vous ne comprenez pas bien comment les mécanismes se poursuivent, très bien, mais il faut reconnaître l'action quand même de l'État. Je comprends, madame. C'est la question de la gouvernance, c'est tout. Parce que c'est des petites populations qui ne savent pas porter leur voix. Si c'est l'argent de la FECI, les gens n'allaient pas agir comme ça. Non, 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 sincèrement. Vous êtes la voix des sans-voix. Voilà. Quand j'écoute M. Isiaka Diaby, peut-être que cet argent, on aurait pu mettre ça à sa disposition pour que lui... C'est parce qu'il a dit aussi. Et ça aussi, c'est facile à dire. Je l'ai dit que je ne peux pas juger arbitre. Vous comprenez? Moi, j'ai choisi mon camp. Il a dit... Donc, laissez l'État agir comme... Non, je ne peux pas laisser l'État agir puisque des gens ont été nommés pour ça. Donc, laissez-moi les bousculer pour qu'ils agissent. Donc les fonctionnaires font des grèves chaque jour pour améliorer leurs conditions de vie. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne vous ai pas vu bousculer la CNDV. Les militants ont tiré ici. Les militants ont tiré ici pour des pécules. Vous étiez où? Moi, je ne vous ai pas vu bousculer la CNDV. Non, répondez-moi. Les militants ont tiré ici pour les 18 millions, ils ont fait des mois. Vous étiez où? Vous étiez sous votre lit. Non, excusez-moi. Non, laissez les pauvres victimes. Si vous n'êtes pas compatissant à notre égard, laissez-nous mener nos affaires. On est compatissant à l'égard. Vous n'êtes pas compatissant. On dirait que... Vous ne pouvez pas demander à l'État de vous mettre les moyens à disposition. Qui a demandé à l'État? Qui a demandé? Madame a posé la question, je dis je ne veux pas être juge et arbitre. Pourquoi vous pensez que la question de l'argent est le problème? Qui vous avez bousculé? Peut-être que c'est vous qui avez besoin d'argent, moi je n'ai pas besoin. Non, on ne va pas en arriver. Non, quand il dit que je veux qu'on remette... besoin. Non, si vous n'avez pas besoin, s'il vous plaît, le professionnalisme de bien. S'il vous plaît, monsieur Isiaka, désolé, monsieur David s'asseoir sur le plateau, on dirait qu'il a un contentieux à régler avec moi. Moi je dis, monsieur citoyen, j'ai des droits. Vous ne pouvez pas vous lever dans votre petit soulier pour me... Alors, on va progresser. On va progresser. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Monsieur Isiaka, monsieur Félix Boni, je rappelle que nous sommes là pour parler de réconciliation. Mais s'il n'y a pas palabre, il n'y a pas de réconciliation. Il faut qu'on demande vraiment que ça ne va pas. Il y a eu palabre, c'est pourquoi on... Alors, nous sommes arrivés à la troisième et dernière partie de ce programme. Dans cet élément qui va suivre, les populations donnent leur avis sur le processus de réconciliation engagé dans notre pays. Ahmed Traoré, reportage. La réconciliation est importante parce que sans la réconciliation, nous ne pouvons rien faire dans le pays. Il y a des gens qui ont de la haine dans leur cœur. Donc sans ça, on ne peut pas se réconcilier. Donc la réconciliation a besoin de ses fils et de ses filles dans le pays. Ceux qui ont été victimes, on doit leur demander pardon. Sans le pardon, il ne peut pas avoir de réconciliation. Je pense que la réconciliation, c'est une très bonne chose, surtout après une crise telle que nous l'avons vécue en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de réconciliation aujourd'hui. Cette réconciliation, ça veut dire réamener les Ivoiriens à vivre comme ils étaient avant même la crise. Donc je pense que c'est très important pour même l'avenir du pays que les gens puissent se faire confiance et vivre ensemble. Il faut vraiment œuvrer pour la réconciliation de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Des victimes ont été plus ou moins soutenues dans les familles. Ça ne peut pas être à la hauteur des personnes perdues, mais c'est des actions pour prouver à ces familles-là que le président de la République et tout son gouvernement les soutient avec ses familles. Selon moi, la réconciliation permet au pays de se développer parce que quand il y a les crises, les investisseurs ont peur d'investir dans le pays, du coup ça met le pays en retard et tout. Aux victimes des crises, il faut d'abord une prise en charge, les recadrer parce que il y a d'abord un traumatisme, il faut les recadrer et puis voir comment les prendre en charge
au niveau social, boulot, financièrement, tout ça. Nous, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Ces histoires de parler entre ethnies, bon, nous, on ne veut pas ça. Je crois que tout citoyen devrait se réconcilier pour que le pays puisse avancer dans de bonnes conditions. Pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre, tout puisse se reprendre normalement, les activités dans plusieurs domaines. La réconciliation aujourd'hui pour notre pays est primordiale. Parce que cette réconciliation, ça y va à l'endroit du développement de notre pays. Sans réconciliation, il n'y a pas de développement. Et en ce qui concerne les victimes, nous devons pardonner. La réconciliation, c'est une bonne chose. Ça peut permettre le développement même du pays. Et puis bon, la cohésion sociale, la fraternité. S'ils ont perdu des gens, on peut bien en tout cas, on peut leur donner quelque chose pour pouvoir leur faire oublier leur peine. Voilà, tout le monde veut la réconciliation. Monsieur Isiaka Diaby, qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre cœur soit apaisé et que les victimes aient la paix dans leur cœur et permettent à ce que la volonté du président puisse être manifestée? Bon, que les actions de la réconciliation nationale ciblent efficacement les victimes et répondent à leurs besoins et à leurs attentes, que les perpétrateurs de violences se repentent et demandent pardon à leurs victimes, que ces mêmes perpétrateurs s'engagent solennellement devant tout le monde pour dire qu'ils ne vont plus recommencer, et aussi que la justice pénale réponde efficacement à l'attente de certaines victimes qui souhaitent que la justice soit ce mécanisme-là qui leur permette d'aller à la réconciliation nationale. Surtout une justice équitable, que tous les auteurs de crimes répondent de leurs actes. Pour nous, c'est ça la clé de la réconciliation. Et enfin, que les victimes soient, n'est-ce pas, l'élément central de la réconciliation et les besoins, l'essence de la réconciliation. Alors, Félix Bonny, quelles sont les places des mots vérité, pardon, repentance pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire? Très important, parce qu'il ne peut y avoir de réconciliation vraie sans pardon, repentance et sans cela. Toutes les crises que nous avons traversées en Côte d'Ivoire ont été des crises, en tout cas ces dernières crises sont des crises politiques. On parle de crise post-électorale, ça veut dire que c'est des crises entre des acteurs politiques. Donc il faut la volonté entre ces acteurs politiques. Si ces personnes-là se réconcilient sincèrement, la base va suivre. Et maintenant, on a eu des institutions qui ont été mises sur pied, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, mais surtout la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes. Ça prend en compte les préoccupations de M. Isiaka Diaby. Il faut appliquer les recommandations de cette institution pour que les victimes de toute couleur, de toute tendance soient prises en compte. Parce que je ne parlerai pas de catégorisation de victimes. Une victime est une victime. Tout le monde a été victime. Mais les véritables victimes qui ont été identifiées, que ces victimes-là soient prises en compte dans les programmes du gouvernement. Le budget de la Côte d'Ivoire doit prendre en compte ces victimes pour que la réconciliation soit une réalité. Mais moi, j'insiste sur un aspect très important, l'aspect psychologique de la réconciliation. Comment y arriver, justement? Pour y arriver, il faut des campagnes de communication ardu pour pouvoir y arriver. C'est vrai, tout le monde ne sait pas lire, mais tout le monde écoute la radio, tout le monde regarde la télé, il y en a qui savent lire, qui voient, ils verront sur des panneaux publicitaires. Il faut aider les victimes à faire leur catharsis et que nous tous, nous passions à ce qu'on appelle l'aggiornamento, c'est-à-dire on puisse s'adapter à une vie nouvelle en ayant la possibilité de sublimer. Imaginez quelqu'un qui perd son épouse ou son époux. Quand vous arrivez à sublimer cette douleur, vous finissez par revivre. C'est ça la sublimation de la douleur, c'est ça la catharsis. Il faut qu'on arrive à sublimer la douleur et qu'on rebâtisse une Côte d'Ivoire nouvelle, pas forcément en faisant la place à l'impunité, en faisant l'apologie de l'impunité. La vérité doit être sûre, parce que tout à l'heure, quand Alafé parlait, il a donné l'exemple il parlait de personnes qui font des choses à dessein en se disant que dans 2 ans, mais vous laissez des traces. Le récidiviste paiera chèrement pour être un récidiviste, c'est-à-dire un inconditionnel. Mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, on est déjà sur une dynamique depuis l'élection du 30 octobre. On est rentré dans une dynamique qui nous a permis d'organiser des élections législatives très apaisées. Et cette dynamique-là peut continuer. Et j'ai foi que la réconciliation sera une réalité si vraiment chacun de nous y mettons.
D'accord. Alors, M. Alafé, dites-nous, lorsqu'on parle de repentance, quelle est la forme qu'il faut donner à cette repentance? C'est un tribunal public. Comment le faire pour que cette fois-ci, mais vraiment cette fois-ci, soit la bonne? Ce n'est pas forcément un tribunal public, c'est la conscience personnelle. Vous savez, souvent, il y a eu des pardons collectifs ou individuels, mais ce qui a manqué souvent, c'est la force du mea culpa. La force du mea culpa et puis la repentance. Est-ce qu'on doit se faire de façon personnelle ou en public? Ça peut être non, de façon individuelle, mais en public. C'est-à-dire quand un acteur politique vient, il dit des choses se sont passées, j'ai pu prendre de mauvaises décisions, j'ai pu dire de mauvaises paroles, et puis cette situation est arrivée, je le regrette, je demande pardon, et je pense que ça ne doit pas se répéter. C'est fort. Mais je suis le débat politique. Les hommes politiques n'ont pas souvent de regrets. Ils demandent pardon sans mea culpa. Ils demandent pardon sans repentance. On se demande souvent pourquoi ils demandent pardon. C'est la mode. Réconcilions-nous, on se réconcilie. Pas vrai, le pardon. Oui, on se réconcilie sans reconnaître les torts que l'on a commis, que l'on a fait. Ça, il faut souvent le dire, je le constate souvent. Des gens, c'est la mode, il faut demander pardon, donner l'impression qu'on est humble, donner l'impression qu'on n'est pas arrogant. Mais on a demandé pardon, mais souvent ce pardon n'est pas fort. C'est pour ça, quelquefois, les mêmes personnes peuvent commettre aussi d'autres actes. Relativement aux réactions qui ont été dites, moi je voudrais peut-être faire des propositions pour dire que la réparation doit pouvoir être pérenne ou permanente. C'est vrai que ça ne peut pas être... Parce que aussi dans un pays, dans un État, si on voit qu'il y a beaucoup de victimes, s'il y a 20 millions de victimes sur 25 millions, est-ce qu'il y aura encore la guerre? Ah oui, si on pense que si l'État est obligé de prendre en charge à vie les victimes, ça devient une loi. Les enfants, de façon permanente, on les scolarise, tout le monde devient pupille de la nation. Est-ce que vous croyez que ce pays-là va passer encore son temps à s'entretuer et faire des guerres? Parce que la facture sera lourde pour ceux qui veulent faire la guerre et la violence pour vivre bien. Parce qu'ils ne pourront pas vivre bien. Parce que les victimes seront nombreuses et les victimes seront prises en charge. Il faut qu'il y ait une carte, je dis, oui, être victime ne doit pas être un luxe. C'est arrivé, ils ne l'ont pas voulu. Mais je pense les supermarchés, dans les transports, comme on a des invalides de guerre, des anciens combattants qui ont des avantages, les victimes de guerre doivent bénéficier de conditions dans la nation. Oui, des statuts particuliers de façon permanente. Ça ne doit pas être une occasion, on leur remet 1 million, 2 millions et puis c'est fini. Il faut y songer, faire des lois pour les victimes et renforcer leur statut de façon permanente. Et si, dans un pays, nous, qui sommes bien portants, qui ne sommes pas des victimes, nous sommes tentés demain, en tant qu'acteurs politiques ou sociaux, de commettre des actes qui pourraient créer des victimes. Si nous savons que la facture sera lourde pour la société, même si nous gagnons notre guerre, notre combat, notre bataille, si nous savons que nous allons payer cher pour les victimes, même si nous nous en sortons, et en pensant que nous n'allons pas profiter de notre victoire, peut-être ça peut faire partie des solutions qui pourront faire prendre conscience pour dire non, stoppons, parce que le prix à payer est lourd. Je vais gagner, mais ce que je vais payer aux victimes, là, c'est comme une assurance. Tout ce que tu feras, tu vas le payer cher. Tu auras eu le pouvoir, tu vas gérer, mais tu ne pourras rien faire de bon avec parce que tu vas passer ton temps à payer les dettes créées par la situation faite aux victimes. Donc, je voudrais demander à réfléchir là-dessus et dire il est important, au-delà du pardon, au-delà de la réconciliation et des amnisties qui profitent aux bourreaux, qui profitent essentiellement aux acteurs politiques. Et dans les perspectives ou solutions, on devrait annuler les amnisties, c'est cela? Voilà, on peut continuer à le faire, mais les amnisties profitent aux acteurs politiques. Les victimes, les populations n'en bénéficient pas. Il faut faire aussi des lois. Est-ce qu'il y a eu des lois pour les victimes? On fait des lois d'amnistie. On fait des lois d'amnistie pour réconcilier. Mais est-ce qu'il y a des lois vraies en dehors des structures créées par décret? Et que devrait dire cette loi, par exemple? La loi dit que quelqu'un est victime du fait d'une situation de conflit créée dans un État. Les personnes victimes sont prises en charge à hauteur de tant. Ah oui, avec les personnes... Oui, personne n'a envie d'être victime.
Mais si ces situations arrivent, si la communauté nationale et les acteurs sociaux et politiques, les opérateurs économiques qui financent des politiques pour faire la guerre savent que le prix à payer sera lourd, je pense que les uns et les autres reviendront un peu plus conscients. Monsieur Bamba Sindou, quel format devrait prendre la réconciliation nationale QV 2021? Parce qu'il y a déjà eu plusieurs actions qui ont été tentées, mais on revient toujours à la violence. Quel format devrait prendre cette fois-ci cette réconciliation nationale? Merci. Je crois que la difficulté chez nous par rapport à la réconciliation, c'est le fait que tout le monde est devenu victime, il n'y a plus de bourreau. Or, des personnes ont commis des actes, il serait important que ces personnes reconnaissent les actes qu'ils ont eu à poser et arrivent à s'excuser. Vous avez l'impression qu'il n'y a jamais de coupable en Côte d'Ivoire? Non, parce que quand on écoute le discours qu'on entend communément en ville, les hommes politiques et les populations, chacun, quand vous allez dans les localités, vous croisez une communauté X, elle vous dira, voilà ce que les autres nous ont fait. Vous croisez cette communauté Y aussi qui dira, voilà ce que la communauté X nous a fait. Mais personne ne vous dit exactement quels sont les actes qu'ils ont eu à poser, qui ont entraîné ces violences-là. Et de deux, il faut que les uns et les autres arrivent au niveau des communautés à se repentir, à reconnaître qu'ils ont eu à poser des actes qui ne sont pas bien et qu'ils s'engagent à ne plus reprendre de tels actes dans leur localité. Maintenant, quant aux hommes politiques, certes, il y a la repentance, ils viennent, ils parlent, mais est-ce que le message est en conformité avec eux-mêmes leur posture? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un homme politique qui veut réellement s'impliquer dans le processus de réconciliation adopte une posture. Et en fonction de cette posture, son discours va avec cette posture. Mais ce que nous constatons, il y a deux types de discours. Le discours officiel et le discours officieux. Et c'est le discours officieux qui semble être plus important que le discours officiel. Et les populations fonctionnent en fonction du discours officieux. Donc, du retour à la case départ. Du retour à la case départ. Ce qui serait intéressant qu'ils s'excusent devant la nation et qu'eux-mêmes comprennent la nécessité qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller vers une autre crise. Il faut s'inscrire, tout le monde est obligé de s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale pour que, au terme de ce processus de 2021, et que des vérités soient dites et que chacun s'engage à ne plus répéter, cela doit nous amener à cesser de prendre les lois d'amnistie. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord, parce que les lois d'amnistie encouragent les violations des droits de l'homme. Est-ce que ça ne fait pas partie des pas de réconciliation nationale? Oui, mais à un moment donné, il faut dire la vérité. Il faut, par exemple, ceux qui sont en prison, il y a des procédures qui sont engagées. Il serait intéressant que ces procédures aboutissent pour que s'ils sont coupables, qu'ils purgent leur peine, s'ils sont innocentés, qu'on les libère. Mais tant qu'on continue à prendre les lois d'amnistie et les acteurs politiques, quand ils posent des actes, après ils vont se retrouver dans un dialogue politique où tout est arrangé au détriment des populations. Donc il est important que des actions soient menées pour que la lutte contre l'impunité soit une réalité, pour mettre fin à certains comportements. Pour qu'ils sachent qu'un homme politique n'est pas au-dessus de la loi et qu'il ne peut pas se permettre tout et demain venir dans un accord politique, effacer tout et continuer la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours poursuivre, il va donner des mots d'ordre qui vont continuer à endeuiller les populations dans nos différentes localités. Alors, Félix Boni, on parle tous de réconciliation et la question s'adresse à tous. On parle de réconciliation, mais quel format? On sait bien que dans nos sociétés traditionnelles, il y a des formes de tribunaux qui permettent aux personnes de venir, comme au Rwanda, des gachacha, de venir dire, on leur pose des questions, et celui qui a souffert, celui qui était la victime, se sent libéré parce qu'il comprend. Et quand je comprends, je peux mieux pardonner. Quelle est la forme que devraient prendre nos actes ou notre action de réconciliation? Il faut recréer un forum, des tribunaux. Comment est-ce que vous entrevoyez cela? Moi, on a déjà eu un forum qui n'a rien donné parce que je crois... Le forum de réconciliation nationale en 2011. À peine une quinzaine de mois après le forum de la réconciliation, on a eu ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et donc, on ne va pas reprendre encore un forum, mais je pense qu'il y a des occasions. Il faut créer des occasions pour que les gens s'expriment. Il faut créer des occasions. Des occasions pour que les gens s'expriment. Là, il y a des zones quand même qui sont connues pour être des zones qui ont été des zones épicentres de la situation de crise qu'on a vécue.
Et on a parlé tantôt du cas de Diokoué, on a les cas de communes comme Abobo, Yopougon. C'est des zones où les gens doivent se parler. Il faut amener les gens à se reparler. Qui devrait être en charge je pense que les cela. communautés les plus importantes pour nous accompagner dans ce processus de réconciliation, ce sont nos religieux. La parole de nos religieux, ça porte. Il faut que les religieux soient impliqués activement dans la réconciliation. Et quand ils vont s'impliquer dans cette réconciliation, je pense que leur message va davantage apaiser. Si je suis votre proposition... Ils sont psychologues, ces religieux, dans leur prêche pour nous amener... Alors, si je suis votre proposition, qui devrait prendre le lead sur cette action? Le politique ou la société civile? Ah non, le politique a toujours politisé, rusé avec le mot réconciliation. Moi, je pense que la réconciliation appartient à la société civile. Et quand je parle de société civile, quand je cite les religieux, ils font partie des acteurs de la société civile. Nous, les hommes, les acteurs de médias, nous faisons partie de la société civile. Chacun de nous doit avoir cette responsabilité et l'intégrer comme acteur de réconciliation. C'est-à-dire, si M. Alafé, journaliste, directeur général d'organes de presse, se met en tête que moi, chez moi, réconciliation, c'est-à-dire il va même traquer les mots qui vont contre la réconciliation. Chacun de nous, nous devons nous sentir responsables de devenir de la Côte d'Ivoire, de la construction d'une véritable nation, faire de cette réconciliation un axe majeur, et si on le veut ainsi, et j'invite mon frère Issaka Diaby, parce que c'est mon frère, c'est mon grand frère, il y a longtemps que nous avons travaillé ensemble. Monsieur Issaka Diaby, engageons-nous ensemble pour aider notre peuple à se réconcilier. Alors, tous ceux qui ont été victimes, qu'ils puissent quand même, pas parce que je veux qu'on fasse vraiment un blanc-seing à l'impunité, je suis d'accord que l'amnistie ne soit pas des mécanismes pour vraiment faire prévaloir l'impunité. Le politique fait son travail. Le politique fait son travail, mais la société civile, nous devons mettre la pression sur le politique pour qu'il ne puisse pas diviser la population, mais nous mettre ensemble. Parce que c'est ensemble que nous bâtirons cette nation, d'où que nous venons, qui que nous soyons, c'est ensemble que nous bâtirons cette nation ivoirienne. Monsieur Issaka Diaby, est-ce que vous seriez rassuré de voir que la société civile et vos victimes, vous pilotez les actions de réconciliation pratiques sur le terrain? Il a proposé donc que les gens se parlent dans les quartiers, dans les villages. Est-ce que ce format conviendrait aux victimes? Ça se fait tous les jours. Hein? Les gens se parlent. Je disais tantôt que même les réfugiés qui rentrent, les structures internationales qui viennent les déposer ne les amènent pas comme ça. Il y a un travail préalable qui se fait. Et ce format vous convient? Ça nous convient et il faut mettre les mécanismes en fonction des besoins des victimes ou des communautés. La formule que nous allons exécuter, par exemple, à Diokoué, ne peut pas être conforme à la formule que nous allons exécuter à Nokwakouté. Donc, chaque peuple a ses spécificités et a ses besoins. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que nous souhaiterons être acteurs et cibles. Acteurs, c'est nous qui pourrons dire à la structure chargée de faire la réconciliation. Voici ce que les gens dans Nokwakouté demandent pour aller à la réconciliation. Vous avez les besoins. Voilà. En fonction des besoins des victimes, c'est à nous de porter ça à la structure. Je le répète, moi, j'ai déjà choisi mon camp. Je ne peux pas piloter le processus de réconciliation. Et les religieux sont déjà passés. Ça n'a pas marché selon vous? Oui, ils étaient avec M. Charles Konabani, la CDVR. Ça n'a pas marché. Ils ont repris la Conarive. Ça n'a pas marché. Moi, je pense que... Et cette fois-ci, qui pourrait faire marcher? Non, il faut trouver la personne. C'est un religieux qui était à la tête, mais la base exactement. n'était pas impliquée. Hein. Non, mais il fallait que... C'est ça. Il fallait que la base s'implique. Partout les questions de réconciliation, vous savez très bien la base devait s'impliquer. Oui, mais un échec d'hier n'est pas forcément l'échec d'aujourd'hui, M. Issaka Diaby. Oui, je suis d'accord avec vous. Le monde n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais il faut chaque fois travailler pour parfaire les choses et aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on propose? Je crois que ça peut faire l'objet d'un débat pour trouver la formule. La chose est très importante. Voilà la réconciliation. Mais les victimes, leur place est centrale et essentielle. Très bien. L'émission donc est terminée. Messieurs, merci. Merci d'être venus. Je rappelle que nous recevions pour vous Monsieur Bamba Sindou, secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme. Merci d'être venu. Monsieur Alafé Wakili, journaliste, merci. Monsieur Issaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, Monsieur Félix Boni. Merci à tous d'avoir accepté de parler réconciliation. Notre devoir à tous est d'être un modèle pour les générations futures. Nous avons foi que cette nation est la patrie de la vraie fraternité. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur RTI 1. La Côte d'Ivoire nouvelle est possible. Bonsoir.